Je vais vous présenter le premier intervenant, qui est Maxime Balva. Donc Maxime, je le connais bien puisque Maxime, voilà, il est apparu à l'écran. Donc Maxime, il a fait, son doctorat à l'université de Lorraine. Sa thèse, elle s'est faite dans le cadre d'un contrat CEA Tech, avec Emmanuel qui était le responsable scientifique côté CEA, et donc la thèse a été encadrée par Sophie Leger et moi-même. Donc là, on est en famille. Après sa thèse, soutenue en 2017, Maxime est parti 2 ans en Allemagne, donc dans un centre de recherche, chez Inolith, donc à Bruxelles en Allemagne, travailler sur, les batteries lithium-ion. Après 2 ans en Allemagne, il est revenu en France, où il a occupé un CDD de 15 mois à Chimie ParisTech, donc dans le cadre de la chaire mine urbaine. Et là, on lui a confié une mission qui était d'évaluer le potentiel, des technologies innovantes pour le recyclage des métaux critiques dans les D3E. À la fin de son CDD, il a été embauché par Terra Nova Développement, à Quesnoy-sur-Deuil, qu'on connaît bien, en tant que chercheur. Et il y est resté 13 mois. Alors, c'est pas qu'il a la bougeotte, c'est il était très convoité. Et donc, un chasseur de tête d'ArcelorMittal, eh bien, a mis la main sur Maxime. Et Maxime, eh bien, il est revenu en Lorraine. Et depuis octobre 2022, il travaille au centre de recherche d'ArcelorMittal à Mézières-les-Messes en tant qu'ingénieur senior, malgré son jeune âge. Et donc, il va maintenant vous expliquer ce qu'il fait chez ArcelorMittal. Donc, on va parler de l'électrolyse du fer en milieu alcalin, une voie innovante pour la décarbonation de la sidérurgie. Maxime, tu as environ 30 minutes, et à l'issue des 30 minutes, Manu va checker les questions qui sont posées sur le chat et sélectionner un certain nombre. Évidemment, on ne pourra pas traiter, je pense, toutes les questions. Voilà, donc Maxime, on va mettre ton PowerPoint à l'écran. On va effacer nos têtes pour que tu sois le seul à apparaître. Et bon webinaire à toutes et à tous. Normalement, mon écran est partagé. Hop. Merci Eric pour l'introduction. Hop. Et merci à tous pour l'opportunité de présenter sur ce webinaire du GDR Prométhée. Comme Eric l'a introduit, je vais vous présenter l'électrolyse du fer en milieu alcalin, qui est une voie qui est étudiée au sein d'ArcelorMittal depuis une vingtaine d'années et qui est en bonne voie pour être industrialisée. Je travaille au centre de recherche et développement d'ArcelorMittal à Mézières-les-Messes, donc près de Metz, en Lorraine. Et donc, je fais partie d'ArcelorMittal Global R&D. Pour vous présenter rapidement le sommaire de la présentation, je vais commencer par vous présenter la Global R&D d'ArcelorMittal. Ensuite, je vous présenterai le contexte dans lequel est étudié l'électrolyse du fer. Ça rentre dans la stratégie de décarbonation du groupe. Ensuite, je ferai un focus sur l'électrolyse des oxydes de fer en milieu alcalin, en détaillant un petit peu les mécanismes réactionnels qui sont mis en jeu. Ensuite, je vous présenterai tout le développement du procédé, qui est étudié depuis 20 ans avec une montée de TRL progressive. Là, on est actuellement au TRL 7-8, proche de l'industrialisation. Et je terminerai sur le projet actuel, qui est le projet Volteron, qui est un projet d'industrialisation de la technologie appliquée cette fois au minerai de fer. Je vais commencer par la présentation de la Global R&D d'ArcelorMittal. C'est uniquement la partie R&D, ça ne tient pas en compte de la partie usine d'ArcelorMittal, c'est uniquement la partie recherche. C'est la partie Global R&D constituée de 1650 chercheurs répartis partout dans le monde et avec répartis en différentes activités. On a ici la répartition des dépenses de la R&D. Une grosse partie des dépenses est répartie dans tout ce qui est le centre process, qui va être relié au procédé sidérurgique, sur toute la chaîne sidérurgique, l'amélioration des procédés existants, mais également le développement de nouveaux procédés. Moi, c'est dans cette branche que j'interviens. Il y a toute une partie recherche qui est liée au marché automobile, plus sur des produits finis, ce qui va être la recherche de nouvelles nuances d'acier, de nouveaux revêtements, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a un petit peu d'autres portefeuilles, un portefeuille breakthrough exploratory où les nouveaux projets sont développés. Et il y a également une activité mining qui prend de plus en plus de place au sein d'ArcelorMittal. Il y a pas mal de mines qui sont maintenant exploitées par ArcelorMittal et qui représentent 3% de la R&D. Sur l'activité globale, il y a plus de 100 programmes de recherche en cours et les centres R&D sont répartis sur 14 sites géographiques.
Donc ces sites sont répartis ici sur cette carte, hein. Ils sont répartis un peu partout dans le monde, excepté en Océanie, où ArcelorMittal n'est pas présent pour le moment. Donc encore une fois, c'est uniquement les centres de recherche, hein, et pas les usines. Donc on a un centre de recherche en Asie, au Japon. On a un centre de recherche en Amérique du Sud, au Brésil, qui est dû à la présence de beaucoup de mines de fer dans cette région. On a plusieurs centres de recherche en Amérique du Nord, donc Canada et USA, et beaucoup de centres de recherche en Europe, hein, dû à l'historique sidérurgique de l'Europe. Donc il y a des centres de recherche un petit peu partout en Europe, donc en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, de gros centres de recherche, et en France, donc proche des usines, donc Fos-sur-Mer par exemple, proche de l'usine de Fos-sur-Mer, et à Mézières, donc le campus dans lequel je travaille, donc qui est illustré ici. Donc c'est en périphérie de Metz, on a une quinzaine de minutes de Metz, et c'est le plus grand centre de recherche du groupe. Donc voilà, il est situé ici, sur cette partie-là. Donc il y a plusieurs bâtiments avec plusieurs pilotes répartis sur la halle, enfin sur les différentes halles, pardon. Et le campus est en expansion. On a racheté cette partie-là, donc dans laquelle de nouveaux bâtiments seront implantés. Donc, étant donné que c'est le plus grand campus mondial d'ArcelorMittal, bah, c'est un atout clé, hein. Il y a beaucoup de technologies, de pilotes qui sont présents que sur ce campus. Donc voilà, il est un petit peu central dans l'organisation du groupe. La direction de la R&D est localisée à Mézières, hein. Donc voilà. Donc pour présenter un petit peu plus en chiffres le campus, donc on est, alors c'est les chiffres à fin 2022, j'ai pas retrouvé les chiffres à fin de cette année, mais fin 2022, il y avait 640 permanents. Je crois que maintenant on est plutôt autour de 680, avec peu de non permanents, hein, c'est beaucoup de contrats CDI. Et par contre, bah, en contrat déterminé, on a beaucoup de thésards et d'apprentis et de stagiaires. Donc les équipes sont réparties dans 4 centres. Donc un petit peu comme la R&D globale, hein, on a un centre process donc qui concerne tout ce qui est procédé, donc 200 personnes. Il y a le centre produit, donc pareil, donc plutôt produits automobiles et produits d'emballage alimentaire par exemple, donc produits finis, pareil, environ 200 personnes. Il y a un centre qui est le centre le plus récent, donc qui est le centre Barréfil, qui maintenant s'appelle Mézières-Long, donc qui concerne tous les produits de type, comme son nom l'indique, hein, Barréfil et produits longs. Et on a aussi une grosse unité, donc une unité de service partagé, et dans laquelle on a toute une équipe qui est dédiée à l'exploitation des pilotes qui se trouvent sur le campus. Il y a un nombre important de pilotes, dont certains pilotes de taille quasi industrielle. On a ici la photo d'un des pilotes qui est sur le site, donc qui est le plus gros pilote du site. Donc c'est un four électrique de 6 tonnes qui est équipé d'une coulée continue. Donc c'est le seul pilote de cette taille dans le groupe, donc qui permet de faire beaucoup de tests, hein, qui est encore une fois assez central dans la R&D. Et comme il y a beaucoup de pilotes, on a des équipes vraiment dédiées à ça, des équipes qui sont dédiées à l'exploitation des pilotes. Comme dit juste avant, il y a 650 chercheurs donc, sur le site, répartis moitié-moitié quasiment entre ingénieurs et techniciens. Niveau répartition homme-femme, on n'est pas encore très bon, hein, on a majorité masculine. Il y a un mélange de chercheurs expérimentés et de jeunes talents. L'âge moyen est de 42 ans. Il y a 33 nationalités sur le campus. Un campus très largement multiculturel. Voilà, qui est dû au fait que le campus est central pour le groupe, hein. Donc il y a beaucoup de talents qui viennent d'un petit peu partout, des différents centres R&D du groupe qui viennent également ici. Et évidemment, on travaille en collaboration étroite avec les différents autres centres R&D et les différentes usines du groupe. Hop, pardon. Hop. Donc ça, c'était pour la présentation de la Global R&D. Maintenant, je vais vous présenter donc le contexte, donc la stratégie décarbonation du groupe, dans laquelle s'inscrivent les travaux d'électrolyse du fer. Donc j'ai remis ici une slide schématique donc, du procédé actuel de sidérurgie, hein, du haut fourneau combiné au convertisseur, donc la voie BF-BOF. Donc actuellement, de manière très schématique, hein, l'acier est fabriqué par réaction dans un haut fourneau de coque et de minerai de fer. Donc l'idée est de réduire le minerai de fer, donc il y a un oxyde de fer en fer métallique, donc en fonte, hein, qu'on récupère sous forme liquide. Et au cours de cette réaction, donc le coke, donc le charbon, est oxydé en CO et CO2. Et pour les chiffres, à peu près grossièrement, on émet plus de 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produite, ce qui est énorme via cette filière. À savoir que la production d'acier, en plus, est quand même très importante dans le monde, hein. On est à quasiment 2 milliards de tonnes
en 2024, pas pour ArcelorMittal, hein, mais pour le groupe global, pour la sidérurgie globale. Donc, avec 2 tonnes de CO2 émises par tonne d'acier, ben, on a des émissions de CO2 pour la filière sidérurgique qui représentent quasiment 7% des émissions globales de CO2 dans le monde. Donc, c'est évidemment très important de réduire ces émissions. Donc, pour ça, le groupe s'est engagé à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et a donc diffusé une roadmap. Donc, c'est des documents qui sont publics, hein, c'est le Climate Action Report du groupe, donc qui liste les différents piliers sur lesquels le groupe s'appuie pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc, les 5 piliers sont ici. Donc, le premier pilier va concerner tout ce qui est procédé, donc que je vous présenterai après, donc des voies de fabrication alternatives. Donc la première est l'amélioration du haut fourneau, hein, ce qui est ici qualifié de Smart EBF, hein, Blast Furnace, donc tout ce qui va être l'amélioration des hauts fourneaux actuels. Mais ensuite, à terme, l'idée est quand même de développer de nouvelles méthodes alternatives aux hauts fourneaux. Donc parmi celles-ci, il y a l'électrolyse du fer, que je vous présenterai en détail, et il y a également la réduction directe des minerais de fer, idéalement par de l'hydrogène vert. À côté de cette transformation donc des procédés, il y a également tout un volet donc, de transformation de l'énergie. Donc, avec une première partie donc, de capture du carbone et de valorisation, donc capture de CO2, l'utilisation d'hydrogène à plus grande échelle, l'utilisation de bioénergie et puis également tout ce qui est stockage d'énergie. Le troisième pilier concerne donc l'utilisation accrue des ferrailles. Donc, actuellement, les ferrailles sont déjà beaucoup utilisées dans la fabrication de l'acier, mais l'idée est d'augmenter la proportion de ferraille utilisée. Par contre, il n'y a pas assez de ferraille pour produire tout l'acier qui est demandé, hein, donc dans tous les cas, il sera toujours nécessaire d'avoir une étape à partir des minerais de fer. À côté, il y a aussi toute une valorisation, donc toute une valorisation des gaz et des différents coproduits du procédé. Une partie donc liée au sourcing d'électricité plus verte et la réduction évidemment des émissions autant que faire se peut. Donc voilà, l'objectif du groupe est d'atteindre la neutralité carbone à 2050 avec des étapes intermédiaires, hein, évidemment. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant rapidement donc les 3 voies qui sont envisagées. Ensuite, je ferai un focus sur la voie qui concerne l'électrolyse du fer. Donc ici, on a la première voie, donc la voie Smart Carbone ou Smart BF, hein, il y a les 2 noms qui sont donnés. Donc le procédé central, c'est le BF-BOF, donc le haut fourneau et le convertisseur. Donc ce type de procédé conduit à des émissions de CO2, donc que ce soit par l'utilisation de coque et donc son oxydation et l'émission de CO2. Donc un des premiers leviers est d'améliorer la capture de ce CO2 et la valorisation. On a également des émissions de CO2 au niveau du gaz naturel qui est utilisé. Donc lorsqu'il est décomposé en hydrogène et en CO2, donc le CO2 est émis. Donc l'idée est d'améliorer la capture du CO2 avec du stockage. À côté, si possible, se sourcer en électricité verte et en alternative à l'utilisation de gaz nat, utiliser plutôt des brûleurs à hydrogène. Donc voilà, ça c'est plus sur le long terme, hein, pour après 2030. Actuellement, ce qui est le plus étudié est toute la voie plutôt optimisation du carbone, donc optimisation du coke, hein, donc trouver des alternatives, donc principalement des biomasses, ou bien des produits plastiques ou carbonés en fin de vie. Il y a également une voie qui concerne la valorisation du CO2 qui est émis au fourneau, hein, il sera toujours émis même si on utilise du smart carbone. Donc il y a plusieurs projets en cours, hein, pour valoriser ce CO2 en différents produits chimiques, hein, dont par exemple du bioéthanol. Donc ça, c'est toute la partie optimisation du haut fourneau, mais à terme, évidemment, l'idée est de remplacer petit à petit les hauts fourneaux. Donc une des voies est la voie de réduction directe, donc le DRI, qui est couplé à un four électrique, donc appelé EAF. Le DRI permet donc de réduire l'oxyde de fer en fer, et ensuite on fond cet oxyde de fer, ce fer métallique, ces boulettes de fer métallique, on va les fondre dans un four électrique. L'avantage du four électrique est qu'il est peu émetteur de CO2. Donc le DRI peut fonctionner de 2 manières, soit au gaz naturel. Donc encore une fois, on a le désavantage du gaz naturel qui est l'émission de CO2. Donc l'idée à terme est de plutôt réaliser le DRI par de l'hydrogène, donc qui est un gaz réducteur, hein, et de le sourcer de manière propre, hein, avec des électricités vertes. Donc pareil, ça c'est pas pour tout de suite, hein, les gisements d'hydrogène ne sont pas encore disponibles. Donc voilà, c'est une voie post-2030. La technologie est plutôt bien développée, mais les ressources en hydrogène ne sont pas encore là. Et à côté, il y a quand même toujours une partie carbone circulaire, hein, il y a toujours besoin de carbone.
Donc il y a des études en cours, notamment sur de la pyrolyse, pour également chauffer le DRI et toute cette partie. Et je vais maintenant plutôt passer donc à la partie électrolyse du fer, donc sur laquelle j'interviens. Donc c'est un procédé qui est en rupture par rapport aux deux autres, hein. On n'a pas de four à proprement parler pour réaliser la réduction. On est sur des températures qui sont proches de l'ambiante. Bon. Pour du milieu aqueux, on est chaud, hein, on est à 100 degrés, mais par rapport à d'autres technologies de DRI ou de haut fourneau, on est froid quasiment. Donc la voie ici est basée donc sur une préparation d'oxyde de fer, hein, qu'on va préparer, donc broyer, purifier, et qu'on va mettre dans une cellule d'électrolyse. À la fin de l'électrolyse, on va récupérer des plaques de fer qui, elles, seront à nouveau envoyées vers des fours électriques, hein. Ici, on obtient du fer métallique, mais avant de faire de l'acier, il faut pouvoir le mettre à nuance. Donc cette partie est réalisée en four électrique. Donc la partie électrolyse est quasiment neutre en carbone. La partie four électrique aura une petite émission de CO2, mais qui sera largement réduite par rapport aux 2 tonnes de CO2 actuelles. Donc je vais maintenant rentrer plus dans le détail et partir donc sur la partie présentation électrochimique à proprement parler. Donc j'ai fait une slide ici juste pour expliquer assez basiquement le principe, hein. Donc on est donc sur une réduction d'oxyde de fer en fer. Ne tenez pas compte de ces réactions-là, c'est vraiment à titre de communication. Donc on est dans un électrolyte alcalin, donc qui est très concentré. On est sur de la soude à 50% massique, donc ce qui équivaut à quasiment 20 mols par litre, hein, donc extrêmement concentré. On travaille à des températures autour de 100-110 degrés et on est sur une suspension d'oxyde de fer. Donc on n'est pas sur un milieu électrochimique conventionnel où c'est plutôt des solutions dans lesquelles les éléments sont dissous. Là, on est vraiment sur une suspension. Donc on réalise l'électrolyse d'une boue, donc d'une peinture quasiment, dans laquelle donc on met les particules d'oxyde de fer qui sont finement broyées, on les met en suspension. Lors de l'application du courant, on réalise à la cathode la réduction de l'oxyde de fer, avec en parallèle évidemment la formation d'hydrogène. On a toujours de l'eau dans le milieu, on a 50% d'eau, donc on a une formation d'hydrogène qui est non négligeable à la cathode. Et à l'anode, on subit l'oxydation des OH- en O2. Donc les densités de courant envisagées pour l'industrie sont autour de 1000 ampères par mètre carré, qui permettent d'atteindre une productivité élevée. Donc on va maintenant entrer dans le détail de ces réactions. Donc on est sur des mécanismes assez complexes. Comme on est sur un milieu qui est pas du tout habituel, hein, donc on a à la fois des espèces dissoutes et à la fois des particules solides, et les deux rentrent en compte dans l'électrolyse. Comme point de départ, ce qui est important de noter, c'est que l'oxyde de fer, donc l'hématite, hein, qui est utilisé, est un isolant électrique. Donc c'est sujet à débat dans la littérature, mais c'est assez difficile d'envisager qu'il soit facilement réduit électrochimiquement directement, étant donné qu'il est isolant. Mais c'est toujours pas totalement enlevé comme mécanisme possible. Par contre, ce qui a été vu, hein, c'est qu'on a deux mécanismes qui ont lieu en parallèle. Un mécanisme lié au fer dissous, car on est en milieu NaOH concentré. Et ce qu'on a pu voir, c'est que pour des concentrations aussi importantes de soude, donc on a ici un graphique qui illustre la solubilité du fer pour différentes concentrations de soude et différentes températures. Donc nous, on est largement par là et encore plus en température, hein. On est à 20 mols par litre à 110 degrés. Mais ce qu'on voit, c'est que la solubilité du fer augmente avec la température, avec la concentration de soude. Les valeurs ne sont pas énormes, hein. On est toujours autour des millimoles par litre, on est un petit peu au-dessus. Mais voilà, on a une partie de fer qui est dissoute et qui est donc disponible à l'électrode pour être réduite. Donc on a un mécanisme liquide, qui implique les ions formés par dissolution de l'hématite. Donc l'hématite, c'est un oxyde de fer 3, donc on dissout du fer 3, donc sous forme de FeOH4-, et ce fer 3 est réduit en deux étapes à proximité de la cathode, donc d'abord en hydroxyde de fer 2, puis en fer métallique. Donc ça, c'est un premier mécanisme que je vous détaillerai un petit peu plus après. Et on a un deuxième mécanisme qui est, lui, lié à la présence de particules solides. Je ne l'ai pas précisé, mais on travaille avec des teneurs de particules solides entre 10 et 30% massiques. Donc la solution est très chargée en particules solides. Donc on a des probabilités de contact entre les particules solides et la cathode qui sont assez importantes. De plus, il a également été observé que les particules ont tendance à s'absorber à la surface de la cathode, donc ce qui permet d'avoir des contacts plus ou moins prolongés entre les particules et la cathode.
Donc, ce qui a été observé pour ce mécanisme, contrairement au mécanisme dissous, c'est qu'on a la formation d'une phase intermédiaire de magnétite. Donc, la magnétite, c'est un oxyde de fer mixte, donc de fer 2 et de fer 3. Donc, c'est une première étape de réduction. Là où il y a beaucoup de débats dans la littérature, c'est sur cette première étape de formation de la magnétite. Étant donné que l'hématite est un isolant électrique, pour certains auteurs, c'est impossible que la réduction soit réalisée de manière électrochimique. Donc certains ont émis l'hypothèse de la formation de magnétite via une réduction chimique entre les particules de fer 3, donc d'hématite, et le fer 2 dissous à proximité de l'électrode. Actuellement, on n'a toujours pas pu trancher sur quel mécanisme a vraiment lieu, mais on observe bien cette phase magnétite dans l'évolution du dépôt. Donc la magnétite est ensuite réduite électrochimiquement via la formation de fer 2 dissous, et ce fer 2 est, comme de l'autre côté, réduit ensuite en fer métallique. Donc pour aller un petit peu plus profond dans ces mécanismes, je vais commencer par présenter donc la chimie du fer en milieu alcalin. Donc ces données sont des données thermodynamiques, qui ont été des calculs thermodynamiques qui ont été faits dans la première thèse qui a porté sur le sujet, donc qui était la thèse d'Antoine Alanor, qui a été soutenue en 2007. Donc il a pu faire ce diagramme de Pourbet avec pour une température de 100 degrés, donc pour la stabilité de l'hématite. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour des pH supérieurs à 12-13, on commence à avoir une solubilisation de l'hématite avec la présence donc de fer dissous sous forme d'ion FeOH4-, avec des concentrations très faibles. Mais ce qui a été vu, c'est que la concentration, bon, un peu comme habituellement, la concentration d'espèces dissoutes augmente avec la température. Ce qui a également été observé donc, par ces calculs est qu'il y a la possibilité de formation de précipitation de magnétite par précipitation conjointe, donc du fer 3 et du fer 2. Donc l'hypothèse qui a été faite également pour justifier l'observation de magnétite est que localement à proximité de l'électrode, on pourra avoir une concentration importante de fer 3 et de fer 2 qui irait donc vers une précipitation de magnétite qui serait ensuite réduite électrochimiquement. Tout ça est purement théorique, c'est des calculs thermodynamiques, donc voilà, qui sont assez difficiles à vérifier. On a cependant quand même pu vérifier la solubilité de l'oxyde de fer, dans ces conditions. On a bien une solubilité de l'ordre des millimoles par litre. Donc ce qui a été fait au cours de cette thèse, c'est dans un premier temps de se focaliser sur le mécanisme impliquant les espèces dissoutes. Donc c'est ce que je présente sur cette slide. Donc pour ce faire, il y a un montage électrochimique un petit peu particulier qui a été mis en place, donc qui est illustré ici. Donc afin de s'affranchir du mécanisme solide, la poudre d'oxyde de fer a été mise dans le fond de la cellule et séparée par un filtre, donc qui permet donc de laisser passer les espèces dissoutes, tout en laissant donc les particules dans le fond de la cellule pour éviter qu'elles viennent en contact avec les cathodes. De cette manière-là, on peut étudier uniquement le comportement des espèces dissoutes. Donc des prélèvements ont été faits, donc on obtient une solubilité de l'ordre de plusieurs millimoles par litre. Et ensuite, des voltampérométries cycliques ont été faits. Et on peut voir, donc, comme indiqué ici, deux signaux de réduction. Donc un premier signal qui a été attribué à la réduction des ions fer 3 en fer 2, puis un signal attribué à la réduction du fer 2 en fer métallique. Et ensuite, on a la réduction du solvant, donc en hydrogène. Donc des essais de dépôt ont été réalisés à ce potentiel, à peu près moins 1,25 volts par rapport à l'ENH, et un dépôt de fer a bien été obtenu. Ce qui a été observé par contre, c'est que les dépôts obtenus dans ces conditions donnent des rendements faradiques très faibles, donc ils sont très loin des rendements faradiques que l'on obtient lors d'une suspension, ce qui permet également d'orienter vers la possibilité d'avoir deux mécanismes concurrents. Donc ceci, ça a concerné la partie des espèces dissoutes. Ensuite, il y a une étude qui a concerné uniquement la partie solide. Donc pour ce faire, une particule d'hématite a été mise en contact avec la cathode. Donc comme illustré ici, il y a une particule qui a été posée directement sur l'embout d'une électrode tournante, comme on voit ici, de manière à avoir un contact prolongé entre la particule d'hématite et l'électrode. Et l'évolution de cette particule au cours du temps a été étudiée en sortant la particule à différents moments. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on voit une progression, donc une formation de fer métallique, d'abord à la zone en contact avec la cathode, puis cette zone migre jusqu'à recouvrir l'intégralité de la particule. Donc comme on peut l'illustrer ici, donc on a vraiment une progression qui commence au point de contact et qui migre vers l'intérieur de la particule.
Donc il y a eu des observations un petit peu plus poussées donc, sur ces différentes zones. Donc il y a 2 zones qui ont été étudiées. Donc la zone ici, qui est une zone où la réaction a été terminée, et cette zone ici, donc le front de progression de la réduction. Donc dans cette zone-là où la réduction a été considérée comme intégrale, on peut voir un front, hein, une séparation entre l'hématite et le fer. Tandis que dans cette zone-là, où le front continue de progresser, on voit une formation intermédiaire de magnétite, hein. On voit des inclusions de magnétite dans l'hématite. Donc ce qui va dans le sens de la formation intermédiaire de magnétite dans le processus de réduction chimique, électrochimique, pardon. Hop. Donc ça, c'est le cas donc, quand on place une particule directement en contact avec l'électrode. Mais nous, ce qu'on réalise donc, dans notre procédé, c'est l'électrolyse d'une suspension. Donc les particules ne sont pas placées directement sur une électrode, mais elles sont en suspension. Et ce qui a pu être vu, c'est que les particules, elles tendent à s'absorber à la surface de l'électrode en raison de leur potentiel zeta. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites à plusieurs teneurs en soude, et ce qui a été vu, c'est que pour des teneurs en soude supérieures à 1 mol par litre, le potentiel zeta, donc la charge de surface des particules, commence à être légèrement positif. Donc ce qui va elle pourrait donc être attirée vers la cathode et permettre donc leur absorption. C'est très léger, mais c'est là, et ça a été également mis en évidence de manière électrochimique. Ici, il y a le montage consistait en 2 béchers, donc un premier bécher où il y avait la suspension donc, de particules d'oxyde de fer dans la soude, et un deuxième bécher, donc, qui était une cellule électrochimique, où il y avait uniquement de la soude. Donc l'électrode est d'abord trempée dans la suspension, puis transférée dans la cellule électrochimique qui contient de la soude. Et on peut voir ici, donc sur la première ligne en pointillé, enfin en trait, c'est l'électrode sans être trempée dans la suspension. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de signal électrochimique de réduction. Alors qu'ici, on a 2 courbes, donc qui correspondent à 2 temps d'insertion, enfin de plongée de l'électrode dans la suspension. Et on voit que plus l'électrode est immergée longtemps, plus le signal de réduction qui apparaît est important. Et ce signal a été attribué à la réduction des particules de fer, comme on a pu le voir avant. Ce qui tend à montrer l'absorption d'une partie des particules de fer sur l'électrode. Donc voilà pour la partie mécanistique donc, de l'électrolyse du fer. Je vais maintenant vous présenter donc, le développement du procédé, donc la montée en échelle. Donc il y a eu une vingtaine d'années d'études au sein d'ArcelorMittal. C'est même en réalité un petit peu plus vieux, hein. Le procédé a commencé à être étudié au sein de l'IRSID, donc il était là avant ArcelorMittal, donc à la fin des années 80, donc c'est assez ancien. Les premiers travaux au sein d'ArcelorMittal ont commencé en 2005, donc dans la thèse d'Antoine Alanor, qui était hébergé donc, dans un projet européen qui est le projet ULCOS, donc qui visait à la décarbonation de la sidérurgie. L'électrolyse était un work package de ce projet. Et ensuite, il y a eu différents autres projets, donc français et européens, financés via l'ADEME, l'ANR ou l'Union européenne dernièrement, pour le projet SIDER 8. Donc il y a eu une montée en TRL progressive, avec en 2017 un premier pilote qui a permis d'atteindre le TRL 4, et à la fin du projet Siderwin, un premier pilote quasi industriel, donc en fin 2023. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Donc on a ici l'illustration de la montée en TRL, hein. Donc on a commencé d'une cellule labo qu'on utilise toujours, hein, qui permet d'avoir des dépôts de fer de l'ordre du gramme. On a ensuite monté un premier pilote, donc autour des années 2014, donc où la cellule d'électrolyse est ici, hein. C'est une cellule d'une trentaine de centimètres de long sur 10 centimètres de large, donc qui permettait de produire des plaques de quelques kilos. Et ensuite, on a le pilote Siderwin, donc qui est ici, avec une cellule cette fois-ci qui fait 3 mètres de long et 1 mètre de large. Donc suivant la configuration utilisée, on peut réaliser des plaques de fer entre 10 et 50 kg. Donc le projet Siderwin, c'est un projet européen donc qui a duré 6 ans, hein, de 2017 à 2023, avec un budget de 7 millions d'euros, dont 2 millions d'euros uniquement pour le pilote. Donc il y a eu 12 partenaires impliqués dans le projet, donc des partenaires universitaires, hein, donc l'université d'Athènes et l'université d'Aveiro au Portugal, mais également des partenaires industriels donc tels que Mytilineos, qui est un fabricant d'aluminium grec, et John Cockerill, qui est un cabinet d'ingénierie de la région. Donc j'ai mis ici juste une petite vidéo pour vous illustrer, si ça marche, pour vous montrer à quoi ressemble le pilote Siderwin. Donc c'est un peu plus parlant qu'une photo juste à la taille, hein. Donc c'est la construction donc, qui a été étalée de 2021 à 2022. Donc on a ici la cellule, hein, donc qui fait 3 mètres de long sur 1 mètre de large.
Et le pilote a commencé à fonctionner en 2022 avec la première plaque qui a été produite en début 2022. Donc, rapidement, pour vous expliquer le principe, donc on a ici une cellule, donc avec une cathode qui est située en bas de la cellule et l'anode qui est en haut. On utilise une anode perforée afin d'avoir une meilleure évacuation des gaz. À l'anode, on bulle de l'oxygène. À la cathode, on fait de l'hydrogène. Donc, il est nécessaire d'évacuer ces gaz. Le mélange est explosif, donc il est nécessaire de l'évacuer tout au long du procédé. Donc le gaz formé est évacué vers le haut de la cellule et dilué par de l'azote. Donc on a l'électrolyte on prépare l'électrolyte dans un réservoir de mélange, ici qu'on appelle un mixing tank, et qu'on envoie ensuite dans une boucle de circulation. Donc l'électrolyte circule dans ce sens-là et tombe ensuite de cette façon dans la cellule. Donc la cathode est en bas, donc l'idée est d'avoir un contact prolongé le plus possible entre les particules solides qui sont présentes dans l'électrolyte et la cathode, afin de favoriser donc le mécanisme de réduction solide qu'on a vu plus tôt. Donc le pilote a pu tourner pendant un peu plus d'1 an. Il a permis de démontrer la faisabilité donc du procédé. Je vous ai mis ici un exemple de plaque que l'on a obtenue. Donc, comme je disais au début, le pilote fait 3 mètres de long, mais on peut le faire fonctionner avec différentes longueurs. Donc ici, j'ai mis une plaque qui faisait 1 mètre carré, 1,25 mètres carrés. Donc on avait 1,25 mètre de long et 1 mètre de large. Donc après quelques heures, on obtient une plaque d'1,5 mm et qui fait une quinzaine de kilos. Un des objectifs du projet est d'avoir des plaques qui sont facilement détachables, comme il faut ensuite les envoyer au four électrique. Donc il faut pouvoir les détacher facilement de la cathode. Donc le pilote a permis de démontrer ça. Donc on a pu démontrer que c'était possible de produire du fer en quantité importante par électrolyse. Les consommations énergétiques sont concurrentes, sont dans le même ordre de grandeur que les autres procédés actuellement envisagés. Par contre, on a pu voir que ce design donc, de cellules tiltées est pas du tout adapté à des opérations continues ni à de l'upscaling. Il y a eu pas mal de soucis de court-circuit, de mauvaise évacuation des gaz, et surtout tout ce qui est manutention est très long et peu adapté à un procédé continu. Donc pour l'industrialisation, donc pour le projet Volteron, on a changé le design du pilote et pour se rapprocher d'un design industriel. Donc une autre partie du projet Siderwin portait sur la valorisation de coproduits. Donc principalement, ce qui a été étudié le plus comme coproduit, c'est les boues rouges, hein, les résidus de bauxite. Donc d'où la présence de méthylénaose dans le projet. Donc les boues rouges sont un résidu du procédé de fabrication de l'aluminium. Donc c'est des boues qui sont obtenues après lixiviation des minerais d'alumine dans de la soude concentrée et filtration. Et on a 170 millions de tonnes qui sont produits annuellement dans le monde et 7 millions qui sont produits en Europe. Donc ça représente un gisement non négligeable. Et comme on peut le voir ici dans la composition de ces boues, on a quasiment 50% d'oxyde de fer. Par contre, on a également la présence d'aluminium, bien sûr, hein, vu que c'est le minerai d'aluminium, et de silice. Le problème, c'est que ces deux composants sont très solubles dans la soude, donc vont nous poser un problème au point de vue de l'électrolyse. Donc ça se reflète ici, hein. On a pu faire différents essais d'électrolyse des boues rouges à différentes densités de courant. Donc nous, la densité de courant que l'on vise est 1000 ampères par mètre carré. On s'est rendu compte que à 1000 ampères par mètre carré, les rendements faradiques sont très faibles, hein, on n'est même pas à 40%, alors que pour des suspensions d'hématite, on est autour de 80-90%. Donc on a essayé de réduire la densité de courant, mais même en réduisant, les rendements restent inférieurs à 50%. Ce qui s'explique en partie par la présence d'impuretés. Je ne pourrais pas aller plus loin pour des raisons de confidentialité, mais c'est une des principales explications. Donc la conclusion du projet Siderwin sur l'utilisation de boues rouges est qu'actuellement, avec cette composition-là, en tout cas, on ne peut pas les utiliser dans notre procédé d'électrolyse telle quelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilisera jamais, mais en tout cas, on ne peut pas les utiliser comme ça. Voilà pour le projet Siderwin et la montée en TRL, et je vais maintenant juste terminer avec 2 slides pour vous présenter le projet Volteron, donc qui est le projet d'industrialisation de la technologie. Maintenant qu'on a pu démontrer la faisabilité à grande échelle, eh ben, l'idée est de l'appliquer à la fabrication d'acier. Donc pour pouvoir l'appliquer à la fabrication d'acier, donc qui est produit en tonnage important, on va partir cette fois-ci de minerais de fer et non de boues rouges ou d'autres coproduits. Donc les minerais de fer devront être préparés donc par du broyage, par de la purification pour être envoyés en électrolyse. Après électrolyse, on récupère la plaque qu'on envoie en four électrique. L'avantage de Volteron par rapport à d'autres procédés est que on sera quasiment neutre en carbone, hein, il n'y a quasiment pas d'émissions. Si l'électricité sourcée est verte, il y aura peu d'émissions.
L'efficacité énergétique est plutôt bonne. En termes de coût, on est compétitif avec des fours à DRI, par exemple. L'avantage par rapport à un DRI ou un haut fourneau est que bah, c'est l'avantage de tout procédé électrochimique, hein, c'est hautement modulaire, hein. On peut très bien multiplier des cellules si on veut augmenter la productibilité. Et enfin, c'est surtout très simple d'utilisation par rapport à un four. Donc voilà pour les avantages du procédé. Donc le projet Volteron a été lancé en 2023. Donc c'est un projet cette fois-ci purement industriel, hein, donc en collaboration ArcelorMittal et John Cockerill, avec l'aide du CRM, donc il y a un groupe de recherche belge. Mais c'est cette fois-ci voilà, un projet 100% privé. Et donc la timeline est ici, hein, on a continué à utiliser le pilote Sider jusqu'à 2023. Fin 2023, on a démonté le pilote pour fabriquer un nouveau pilote, cette fois-ci plus proche d'un design industriel. Le pilote a été opéré sur l'année 2025, est toujours opéré, et maintenant, donc on en est à l'étape de décision si on va à la construction d'une première usine. On a pu opérer le pilote pendant quasiment un an, qui vont donner des résultats encourageants, et maintenant, bah, on attend la décision de la fabrication de cette première usine. Donc, on vise une première usine de 40 à 80 000 tonnes de fer produit par an, à horizon 2027. Et je vous remercie de votre attention. Merci Maxime. Merci Maxime. D'abord, ouais, un grand merci, c'était très clair, comme d'habitude, hein, Maxime. Merci. Très pédagogique, voilà. On peut déjà te féliciter pour ça. Je pense que c'était tellement clair que tu vois, les questions arrivent que maintenant. Donc c'est que tu as été vraiment limpide. Comme ça. Alors le temps que les uns et les autres, puisque là ça arrive en masse, pose des questions, je vais t'en poser une première. Je vais me permettre d'avoir cette primeur. Tu parlais d'évolution du pilote et du design par Oui. rapport à un certain nombre de problématiques, que ce soit gazeuses ou peut-être de productivité liées à la maintenance ou voilà, à tout ce qui touche à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est des éléments confidentiels? Alors, je peux juste dire qu'on s'est rapproché de ce qui se fait dans les autres industries d'électrolyse. Donc un design vertical plus classique, quoi. D'accord. Voilà. Ok. On s'est rapproché de ce qui se fait dans l'industrie du cuivre, hein, par exemple. Donc vraiment sur un design de cellule simple. D'accord. Donc, vous n'avez pas trouvé la nécessité d'aller. Voilà. C'était assez innovant du coup cette approche-là. Oui, c'était innovant. D'un point de vue théorique, c'était parfait parce que ça permettait d'avoir un contact prolongé avec les particules. Mais d'un point de vue opérationnel, c'était très complexe. D'accord. Et pas du tout exploitable après d'un point de vue industriel. Là, c'était une cellule qui demande déjà beaucoup d'opérations. Alors, si on devait démultiplier les cellules, ouais, c'était pas envisageable. Et Très voilà. bien. Merci. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent. Une première qui concerne le grade minimum de minerai de fer nécessaire pour assurer la réussite du processus. Quel est le grade minimum? Alors ça, par contre, malheureusement, c'est confidentiel. Mais on a des purificateurs. On peut travailler sur des minerais qui sont pas forcément ultra purs parce que dans le cadre de Volteron, dans l'usine Volteron, en tout cas, il y aura tout un pan de traitement de minerais dedans. Donc on peut se sourcer en minerai qui n'est pas forcément pur, nous on sera en mesure de le purifier. Voilà, mais Très on bien. tend quand même vers l'utilisation de minerais le plus pur possible, mais on n'est pas sur les puretés qui sont nécessaires par exemple pour du DRI. On peut se permettre d'avoir des minerais impurs hein, qu'on arrive à traiter derrière et à gérer. D'accord. Mais ouais, Une autre après pour question. confidentialité, c'est toujours. Oui, oui, bon, on comprend, Maxime. Une autre question de Lenka Zvekova, donc du LEPMI, sur la partie procédé. Est-ce qu'il est sensible à la variation de la composition de la matière entrante? Typiquement, différentes provenances d'oxyde de fer. Oui, alors pareil, c'est des trucs confidentiels, mais oui, suivant les impuretés présentes, suivant le type d'oxyde de fer présent dans le minerai, on a de grosses variabilités. Suivant les polluants également présents dans la gangue, on a de grosses variabilités. C'est pour ça justement on a prévu en tout cas une unité de préparation de minerai assez importante pour éliminer ce qui nous pose problème. D'accord. Alors une question, d'ailleurs, je pense que sur toute la partie électrolyse qu'on peut retrouver assez fréquemment, est-ce que vous valorisez, donc Laurent Cassard demande, est-ce que vous valorisez l'hydrogène qui est généré à la cathode? Alors, c'était prévu au départ. Dans le projet Siderwin, avant qu'on passe au projet Volteron, c'était prévu.
Et ensuite, vu qu'il a fallu accélérer, aller très vite sur le déploiement, on a mis un petit peu cette partie en stand-by, mais c'est toujours un des objectifs, mais pas pour la première usine. Ça a été étudié, hein, on avait commencé à travailler dessus, et après, vu qu'il a fallu accélérer, on a mis ça un petit peu de côté. Donc ce sera pas le cas pour la première usine, mais à terme, ce serait évidemment un gros plus si on en était capable. Est-ce que, j'enchaîne les questions, hein, Ouais, ouais. Maxime. Donc Jean-Christophe Gabriel me posait la question suivante. L'obtention de ces plaques, hein, par électrodéposition, comme tu nous l'as montré, est-ce que derrière, ça nécessite une fonte? Et donc, quid de la question environnementale, finalement, si on additionne les procédés? Oui. Alors, derrière, oui, il y a une fonte, il faut mettre à nuance, etc. Et ça, on le fait en four électrique. Donc, il y aura quelques émissions de CO2, hein. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas à la neutralité carbone. Il faudra toujours, de toute façon, rajouter du carbone pour faire de la fonte et pour ensuite mettre à nuance. Mais on est réduit vu que ce sera fait en four électrique. Donc, ça reste réduit par rapport aux autres filières. Mais on n'est pas à la neutralité non plus, hein. Alors, On quand est tu dis proche de réduit, la neutralité. t'entends quoi? C'est quoi réduit? C'est l'ordre de grandeur? Très loin des 2 tonnes. Très loin Ok, des 2 tonnes. On est loin de la tonne. Après, je peux pas dire les chiffres non plus, mais ouais, on est loin. On est très bas. d'accord. Alors, deux questions qui se rejoignent, donc je vais la poser en une seule. Vis-à-vis de la matière entrante, de l'aspect taille des particules, charge, additif Ouais. en entrée de process, est-ce que c'est des facteurs d'optimisation? Voilà, avec les limites de confidentialité évidemment que tu as, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, alors sur la taille des particules, ça, je pense que c'est public. Et oui, hein, il faut les particules les plus fines possibles, hein. Donc nous, on vise des minerais le plus fins possible, donc inférieur à 50 microns en top size. Donc on est vraiment sur des minerais fins. Et ensuite, tout ce qui est additif, ça c'est plus confidentiel, donc ça je peux pas en parler, mais ça fait partie des optimisations. Mais oui, D'accord. il faut des particules les plus fines possibles, ça. Ok. Et côté charge additif, il y a des choses à faire en entrée de process ou il n'y a pas de nécessité Alors en entrée de process, non, mais on étudie des additifs pour l'électrolyse en tant que telle, quoi. Ça, ok. on n'en a pas pour la modification du minerai, ça non, par contre. On reste dans la même, je dirais, dans les mêmes typologies de questions. Est-ce que ce procédé peut fonctionner avec des sulfures ou des sulfates de fer? Donc, est-ce que tu peux avoir des entrants un peu atypiques? Alors, les sulfures, j'imagine, ça va pas être simple parce que pour le coup. Ouais. On n'a pas testé pour l'instant, on préférait éviter. Et on n'a pas à ma connaissance en tout cas, on n'a pas rencontré jusqu'à maintenant des oxydes qui en contiennent en grande quantité. Mais de base, on préférait éviter, ouais, la présence de soufre et Ouais. d'hydrogène. Si on peut éviter, on préfère. Et tu risques de faire des espèces qui sont pas jolies. Non. Euh, je- Eric n'a rien écrit sur le chat parce qu'il n'a pas besoin et il est en Si, direct, mais je suis sûr qu'il a plein de questions. Donc non, non, je vais te laisser la. j'en ai une seule. Vas-y. Alors j'espère que ça va pas casser le mythe, mais est-ce que Maxime, tu pourrais nous dire, par exemple, quelle est la production? Donc là, l'usine qui est prévue, si j'ai bien, je me rappelle bien ta diapo, c'est 80 000 tonnes an, Oui. c'est ça? Quelle est la production d'un site comme Dunkerque sur une année? Je sais pas les chiffres exacts, mais à terme, ce qu'on envisage en tout cas, et je pense que ça c'est public, c'est une usine plutôt de 800 000 tonnes an. D'accord. Je serais Ouais, plutôt dans cet ordre de grandeur. ouais. Dunkerque Ouais. exactement, je ne T'as saurais pas pas les dire. chiffres on va dire, d'un site On est traditionnel. plus proche du million de tonnes an, ça c'est sûr. D'accord. Du coup, c'est une belle histoire parce qu'on voit que tu fais la démonstration de l'ensemble des travaux. J'ai vu que les recherches dataient et puis que Hmm. ça se poursuit. Justement, pour la communauté académique, technologique, industrielle, c'est un bel exemple de la recherche à l'industrie. Cette période entre ce TRL1 et puis cette préindustrialisation, est-ce que tu peux nous dire un peu les ressources et le temps que ça a nécessité, et puis finalement les gros points durs pour en arriver là. Ouais, alors niveau ressources, hein, au départ, enfin, de 2005 à 2020 quasiment, hein, c'était 2 personnes, quoi, hein. C'était en effectif très réduit. Et ensuite, vu qu'il y a eu la problématique décarbonation, tout s'est accéléré.
Et là, moi, en tout cas, j'ai rejoint le groupe en 2022 et sur le projet en global, on est quasiment une cinquantaine de personnes, quoi. Donc, là, voilà, ça s'est largement accéléré sur les dernières années. Alors qu'au début, c'était une ou deux personnes pendant quasiment 15 ans, quoi. Hmm. Donc, Ah bah, dès que c'est en TRL basse, en général, voilà, il y a un peu moins de c'est ça, ressources, c'est normal. c'est ça. Et d'un coup, ça s'est accéléré, là, ouais, depuis 2020 à peu près. Il y a eu un gros coup d'accélérateur.